Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est un tournant historique dans le dossier du Sahara marocain. L'Espagne adopte officiellement une position favorable à l'initiative marocaine d'autonomie, une évolution majeure saluée sur le plan international par les États-Unis notamment. Dans ce contexte, faut-il s'attendre à d'autres évolutions au sein de l'Union européenne et à l'ONU? Nous posons la question à Emmanuel Dupuy, il est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel Dupuy. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment réagissez-vous par rapport à cette position espagnole qui a vraiment évolué ? Écoutez, comme beaucoup, on doit la saluer. C'est une position historique qui fait rentrer l'Espagne dans une nouvelle configuration diplomatique. Elle sort de sa neutralité en tant qu'ancienne puissance coloniale, puisqu'elle avait rendu ce territoire en 1976 et avait jusqu'à présent adopté un principe de stricte neutralité. La prise de parole et les mots utilisés par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, sont importantes, je cite, évoquant le fait que cette autonomie proposée par le Maroc en 2007 soit la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara. C'est précisément ce qu'a répété son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, il y a quelques jours à Barcelone. Donc on voit qu'il y a une évolution qui change un peu, et j'espère beaucoup, parce que cela va aller en cascade avec un certain nombre de positions d'autres pays, pas forcément que de l'Union européenne du reste, mais en tout cas c'est une évolution majeure qui ne fait que confirmer les évolutions déjà depuis quelques années au sein des Nations Unies, et je pense notamment aux deux résolutions qui utilisent d'ailleurs les mêmes mots, l'utilisation donc de ces termes faisant de l'autonomie proposée en 2007 une base sérieuse, crédible et réaliste de discussion, sont pratiquement les mots que l'on retrouve dans un certain nombre de résolutions. Je pense à la résolution 2548 donc d'octobre 2020 et la dernière concernant le Sahara, qui confirme la nécessité d'un dialogue politique avant toute chose, la résolution 2602 d'octobre 2021. Alors, sur un plan purement diplomatique dans ce dossier toujours, en quoi cette évolution majeure de l'Espagne peut-elle contribuer à davantage amener les choses en faveur du Maroc ? Déjà, il y a l'effet domino. Un certain nombre de pays risquent d'aller dans le même sens que l'Espagne, ou un certain nombre de responsables politiques issus de pays qui jusqu'à présent n'ont pas eu cette position, qui pourraient le faire. Je pense notamment à des pays membres de l'Union européenne, pour le coup. Peut-être même d'ailleurs en regardant du côté de la France, où un certain nombre de responsables politiques ont salué responsables politiques français ont salué cette décision, la mettant dans le cadre de ce retour ou de cet établissement d'un dialogue avant tout diplomatique et non pas guerrier ou résolument conflictuel. Deuxième élément, c'est une question qui se gère à l'ONU. Et ça, c'est important de le rappeler. Le président du Conseil espagnol l'a rappelé. C'est dans le cadre de l'ONU que ce conflit doit être géré. Bien évidemment, il faut avoir à l'esprit la visite récente qu'a faite le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane de Mistura, qui lui-même a réaffirmé la nécessité de réouvrir ce dialogue dans ce cas. Troisième élément, c'est un élément, c'est la confirmation, enfin cette décision espagnole vient confirmer le fait qu'il y a un activisme diplomatique espagnol qui porte ses fruits. Non seulement l'ambassadrice Karima Ben-Yaïch, l'ambassadrice du Maroc en Espagne, va revenir à Madrid, mais il y a également l'ouverture de postes diplomatiques ou la confirmation donc de l'arrivée, enfin, parce que cela faisait quand même pratiquement 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'ambassadeur américain au Maroc, de l'ancien sous-secrétaire d'État de Barack Obama, Punyet Talwar, et bien évidemment cette position d'un membre de l'Union européenne a aussi une résonance par rapport au contexte actuel que nous connaissons dans l'Est de l'Europe, où un certain nombre de pays ont tout intérêt à prendre en compte cette évolution majeure pour ne pas avoir à gérer des conflits qui, pour l'instant, sont un petit peu mis de côté par rapport à la guerre en Ukraine. Alors, cela dit, au sein de l'Union européenne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut-on vraiment s'attendre à ce que d'autres pays suivent l'exemple espagnol ?
il est un petit peu tôt pour le dire, comme je le disais précédemment, tout le monde est un petit peu focalisé sur ce qui se passe en Ukraine. Mais le fait qu'il n'y ait pas à gérer de manière insistante des crises diplomatiques par rapport à la question du Sahara va dans le bon sens. Le rabibochage, si vous m'autorisez l'expression, entre l'Espagne et le Maroc, eu égard à cette position, confirmée par le dialogue, je crois, très constructif depuis la démission de celle qui avait un peu provoqué la colère marocaine, à savoir l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, et son remplacement par Joseph Manuel Álvarez en juillet dernier, va de pair, comme l'image le montre, d'un dialogue qui se fait de manière régulière entre Nasser Bourita et son homologue espagnol. De la même manière, il y a une autre amélioration à attendre, et cela est induit sur l'autre dilemme ou l'autre problématique diplomatique entre le Maroc et l'Allemagne. En janvier dernier, il y a quelques semaines, quelques mois, le président fédéral Franz Walter Steinmeier, le 5 janvier dernier précisément, a lui aussi montré sa volonté d'améliorer la situation ou la relation bilatérale en invitant le roi Mohamed VI à se rendre à Berlin. On a là le règlement de deux crises qui avaient bloqué littéralement la diplomatie du Maroc vis-à-vis de deux membres importants de l'Union européenne, dont un est actuellement le président du G7, en l'occurrence l'Allemagne. Donc cela va dans le bon sens, et cela va d'autant plus dans le bon sens que la présidence française de l'Union européenne aura deux successeurs, la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne et la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. Peut-être faut-il s'attendre à ce moment-là à quelques évolutions positives vis-à-vis du dossier du Sahara. Alors, vous avez évoqué aussi l'ONU tout à l'heure. On y va pour voir là aussi. On sait que la majorité des pays membres de l'ONU sont en faveur de la position, en tout cas du Maroc. À ce niveau-là aussi, quel type d'évolution ou à quel type d'évolution s'attendre dans les prochains mois ? Alors, vous parlez de la position du Maroc vis-à-vis de l'Ukraine, hein, si j'ai bien compris. Non, absolument pas. En fait, de la position des pays membres, la majorité à l'ONU actuellement soutient le Maroc dans le dossier du Sahara marocain. Là aussi, au-delà des États-Unis, quelles autres puissances peuvent aujourd'hui s'arrimer à la position du Maroc ? Je crois qu'avant de mentionner l'ONU, il faut rappeler qu'il y a une majorité désormais de pays africains qui soutiennent la position marocaine au sein de l'Union africaine, ce qui est en soi aussi, ou peut-être tout aussi important que la position espagnole. Donc ça, c'est un élément absolument déterminant. Et je pense notamment aux pays qui appartiennent à l'espace économique et politique ouest-africain, en confirmant la légitimité et je crois la nécessité de relancer la demande d'adhésion du Maroc à la communauté des États, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a évidemment, comme je le disais, un activisme diplomatique qui confirme que la diplomatie marocaine a été plutôt offensive et non pas défensive durant les 2 dernières années, en tout cas depuis les événements de Guerguerat en novembre 2020 et ce qu'on appelle maintenant le Galligate ou le Brahim Galligate qui avait vu justement la relation diplomatique entre l'Espagne et le Maroc se perturber entre avril et mai 2021, mais il y a beaucoup de pays qui se sont montrés de plus en plus intéressés par la position marocaine, ou en tout cas visant à renforcer les relations diplomatiques. Je pense à un certain nombre de pays d'Amérique latine, un certain nombre de pays d'Afrique comme subsaharienne, comme je l'évoquais. Une bonne partie de ces pays ont désormais d'ailleurs ouvert des consulats, que ce soit à Laayoune ou à Dakhla, dans les provinces du sud marocain. Et puis bien évidemment en Asie, où la position marocaine peut être parfaitement comprise dans la volonté d'essayer, encore une fois, de trouver une issue diplomatique à ce conflit. Il faut avoir à l'esprit aussi que le timing est particulièrement bon. Nous sommes en mars, les Émirats arabes unis président le Conseil de sécurité des Nations unies. Cette décision espagnole s'inscrit aussi dans la volonté de se positionner vis-à-vis de partenaires importants, l'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc. Les Émirats arabes unis ont signé avec les accords d'Abraham une sorte de partenariat sur le long terme entre le Maroc, le Soudan, Bahreïn, les Émirats arabes unis, et puis bien évidemment avec l'État d'Israël. Tout ça, encore une fois, dans un contexte où un certain nombre de pays craignent l'impact
de la crise en Ukraine pour la question de l'approvisionnement en pétrole, en gaz, mais aussi en produits agricoles. Et c'est peut-être aussi ce qui a motivé ce repositionnement espagnol vis-à-vis de la question du Sahara et donc de la volonté d'apurer le différend diplomatique. Alors justement, parlons des relations diplomatiques entre donc Rabat et Madrid. On écoutait tout à l'heure dans nos éditions l'ancien chef de la diplomatie espagnole, Miguel Ángel Moratinos, qui disait que la confiance est de retour entre donc le Maroc et l'Espagne. À ce propos, quel plus ce retour de la confiance va apporter entre les deux capitales? Premièrement, il y a un certain nombre de sujets que les deux pays doivent gérer concomitamment. La question migratoire en est une. On se souvient d'ailleurs que la crise diplomatique entre les deux pays avait été agrémentée par une tension migratoire avec l'arrivée massive, 8 000, 10 000 migrants sur l'enclave espagnole de Ceuta et que cela avait créé un hiatus non seulement entre l'Espagne et le Maroc, mais entre un certain nombre de pays de l'Union européenne vis-à-vis de la position du Maroc par rapport à la question migratoire. Or, depuis, le Maroc a lancé sur les fonds baptismaux l'Observatoire africain des migrations en décembre 2020. Le Maroc a confirmé sa volonté de coopérer encore plus ardemment en matière de coopération antiterroriste, en confortant, en renforçant ce qu'on appelle le format G4 terrorisme, qui réunit depuis juin 2018 et l'Espagne et la France et la Belgique et bien sûr le Maroc. Et donc ce sont deux sujets sur lesquels les deux pays ont des convergences. Et puis comme je le rappelais, le Maroc et l'Espagne sont devenus des partenaires privilégiés, des partenaires stratégiques, non seulement dans leurs relations bilatérales, mais aussi dans la manière dont l'Espagne peut être un palier, un piédestal, un partenaire pour la position marocaine vis-à-vis de l'Union européenne et vice-versa. L'Espagne, voulant s'arrimer sur la verticale atlantico-ouest africaine, a besoin aussi, par sa proximité géographique, par ses relations historiques, de penser plus largement au sud du Maroc et bien évidemment de conforter, de renforcer sa politique sahélienne. L'Espagne est de plus en plus mobilisée pour développer une politique africaine, un volet africain de sa politique étrangère et le Maroc constitue de ce point de vue un partenaire très stable, très fiable, en tout cas beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable que les partenaires qu'elle semble avoir courroucés. J'en veux pour preuve le rappel à Alger de l'ambassadeur algérien en Espagne. Justement, en fait, là, vu le contexte actuel de crise énergétique, notamment de la demande européenne en gaz et en pétrole, quand même l'Espagne a fait le choix de prendre cette décision actuellement. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est une décision assumée et forte et qui indique aussi un positionnement sur le plan diplomatique au niveau du Maghreb. Alors, le son n'est pas très bon, j'espère que vous m'entendez. Alors, nous vous entendons très bien. Je disais que vous nous entendez ? Oui, j'ai entendu la question. Non, je crois avoir entendu la totalité de la question, je vais tenter d'y répondre. Premièrement, quelques éléments contextuels. L'Espagne est de moins en moins dépendant du gaz algérien. On avait dit que l'Algérie et le Maroc étaient unis par ce pacte énergétique ou ce pacte gazier et que la position de l'Espagne était parfaitement liée ou dépendante ou sous-jacente de cette relation. C'est partiellement vrai. Il y a encore 5 ans, 40% du gaz que consommait l'Espagne venait d'Algérie. Or, ce chiffre s'est réduit durant les dernières années et singulièrement l'année dernière, il n'a été que de 22%. Ça veut dire que l'Espagne est en train de diversifier son offre énergétique et est moins dépendante du gaz algérien, d'autant plus que c'est bien l'Algérie qui a décidé l'année dernière, suite au contexte conflictuel, de plus en plus conflictuel avec le Maroc, fermeture de l'espace aérien septembre dernier, je me confonds, en septembre dernier, rupture des relations diplomatiques entre les deux pays bien en août dernier, c'est donc bien l'Algérie qui a décidé de fermer
une des deux voies d'approvisionnement qui profitait à l'Espagne avec la fermeture du gazoduc Medgaz. Et ce n'est évidemment pas anodin, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Espagne a dû trouver des alternatives. Donc l'Espagne est mue non seulement par une volonté de pragmatisme diplomatique, mais surtout de réalisme économique, et que de ce point de vue, il ne s'agit pas seulement que de la question gazière ou de la question énergétique, mais de la question agricole, comme je l'évoquais, ou de la question tout simplement d'un positionnement sur le continent africain que le Maroc veut, dans les prochaines années, singulièrement renforcer. Alors, peut-être une dernière question. Quand on voit aujourd'hui cette décision, est-elle un premier pas, en tout cas, à la reconnaissance de façon formelle de la marocanité du Sahara par l'Espagne? Oui, en tout cas, ce sera un processus qui sera un petit peu plus long que ce que certains espéreraient, un petit peu sur le mode de la reconnaissance de la marocanité du Sahara vis-à-vis des États-Unis. Revenons un petit peu en arrière. Le 10 décembre 2020, le président Donald Trump reconnaissait implicitement cette marocanité avec l'ambassadeur Fisher qui se rendait à Darla en confirmant que l'ouverture d'un bureau d'expansion économique ou d'intérêt économique dans les provinces du Sud. Or, pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu cette reconnaissance formelle, puisque ce n'est que depuis quelques jours que l'on sait que désormais qu'il va y avoir un nouvel ambassadeur américain à Rabat, et que, encore une fois, les États-Unis ont salué la décision espagnole, donnant implicitement l'impression qu'ils soutenaient cette évolution diplomatique vis-à-vis de la question du Sahara. On aura la même chose avec l'Espagne. L'Espagne ne va pas reconnaître officiellement, pour l'instant, la marocanité du Sahara, mais en ouvrant une voie dans ce sens, elle ne fait que donner l'impression que d'autres pays européens devraient la suivre. Peut-être aussi que la France devrait regarder avec intérêt cette évolution de la situation. La France s'appuie sur la nécessité de renforcer et de développer et de soutenir le cessez-le-feu de 1991. Elle-même avait dit que le projet d'autonomie était une base crédible, mais l'Espagne lui ravit un peu la vedette ces dernières heures. Merci à vous, Emmanuel Dupuy. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Prospective et de Sécurité en Europe. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.